Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix d'Arabie Saoudite qui a eu lieu sur la corniche de Jeddah. Pour l'occasion, j'ai avec moi Marc-André Fortin et François Carignan, modérateur de la Monoplace. Bonjour messieurs. Salut Abdou. Comment Salut ça Abdou, va? Comment allez-vous? ça va bien toi? Ben oui, Ça va ça bien va toi? bien. Ben oui. Hey, One, écoutez, pas le meilleur Grand Prix, pas un des meilleurs Grands Prix d'Arabie Saoudite, pas un des meilleurs Grands Prix de Hmm. la saison, mais une course en après-midi, ça se prend bien surtout. Alors, C'était pas super. C'était mieux c'était, que la Chine, mieux que le Japon, mieux que... ouais, c'était mieux que ces deux-là réunis, on va se le dire. Ouais. Donc, je vais vous donner tout de suite le classement du Grand Prix qui est encore provisoire au moment où on se parle. Alors, à moins de disqualification ou autre, Oscar Piastri l'emporte devant Max Verstappen. Charles Leclerc termine troisième. Lando Norris, qui était parti dixième après son accident Q3 samedi, quatrième. George Russell, cinquième. Kimi Antonelli, sixième. Lewis Hamilton, septième. Carlos Sainz, huitième. Alex Albon, neuvième. Et Isaac Hadjar termine dixième. Nous avons perdu deux pilotes au premier tour. Yuki Tsunoda sur la Red Bull et Pierre Gasly sur la Alpine. Alors, messieurs, on va commencer d'abord par le départ de ce Grand Prix qui a été tout de suite marqué par la pénalité de 5 secondes imposée à Max Verstappen pour avoir quitté la piste et obtenu un avantage. Alors, je vais commencer avec Marc-André. Est-ce que la pénalité était justifiée à l'endroit de Verstappen aux dépens d'Oscar Piastri? Ouais, je la juge justifiée. Je pense que Max a connu vraiment un départ assez atroce. Il a essayé de se reprendre en tentant l'extérieur à Oscar Piastri. Oscar n'a pas laissé de place. Évidemment, il était au devant. Pas par beaucoup, mais suffisamment pour que Verstappen doive se rétracter au lieu de tenter de le dépasser par la droite, par la droite de Piastri. Euh, Ça me semblait assez évident pour pas prendre la chance de prendre ce 5 secondes-là. Tu sais, souvent, c'est serré, on se dit, bon, ben, on va laisser ça comme ça, puis on verra ce que la FIA en pense. Là, je la jugeais assez pertinente pour que Red Bull doive laisser la place. Donc, je mets ça dans la cour de Red Bull et de Verstappen. Je pense que c'était à eux de prendre l'initiative de redonner la place. Puis quitte, après ça, si tu crois qu'il était capable d'aller le rechercher, ben tu y vas. Je pense vraiment un 5 secondes pendant une course, ça fait très, très mal. On l'a vu, il a été à... Puis en plus, ils ont raté un petit peu son arrêt. À la place de faire, mettons, 2,2 secondes, ils ont fait 3 points quelques. Donc, ça l'a élargi un petit peu la différence entre Piastri et Verstappen. Donc, au total, ça fait quand même mal là, comme pénalité. François, toi, de ton côté, est-ce que tu abondes Même avec chose. le même chose Même chose, que... moi la chose, comme Marc-André a mentionné, moi être ingénieur de course, faire partie de l'équipe stratégique de Red Bull, j'aurais immédiatement dit laisse-le passer, tu vas le reprendre plus tard. Tu as trois zones de DRS, les trois sont utilisables pour compléter des dépassements. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas été la course on a vu le plus, mais c'est définitivement un circuit où que tu as des opportunités. On a vu Lando Norris remonter le pack. On a vu plusieurs pilotes justement le dépasser. Isaac Hadjar aussi, c'était pas avec le DRS, mais très très beau dépassement. Donc c'était pas du tout comme le Japon que si jamais tu te retrouvais de deuxième au 3, 4, 5, sixième tour, ta course était essentiellement, t'avais aucune chance. Là. Pas du tout. Et, et d'ailleurs, parce que Verstappen aussi a réagi en disant, well, that was fucking lovely. Évidemment, sur le coup de l'action, je pense il va essayer de justifier son action, en fait. Mais on va se le dire, c'était une pénalité slam dunk là-dessus. Oui, Piastri était sur la limite, mais il avait
le virage. C'est lui qui avait l'avantage sur ce virage. Donc Verstappen était foutu. Il avait perdu la première place déjà en partant. Alors, même si Max n'est pas d'accord avec la pénalité, ben les commissaires ont agi en conséquence et ont bien fait. Je crois que je pense, en lisant aussi les commentaires et les analyses de tout le monde, c'était pas mal unanime comme quoi Verstappen se devait d'avoir une pénalité. Et Marc-André aussi l'a mentionné, l'arrêt au puits Ouais. qui était au final de 3.3, ce qui est un peu inhabituel chez Red Bull. Je ne sais pas si c'était en lien pour essayer d'éviter de le faire revenir dans du trafic, mais peut-être ça n'a pas changé grand-chose au final, je trouve. Je pense pas non plus. Mais tu sais, on avait entendu que dans les derniers Grands Prix, il y avait des membres habituels du personnel qui étaient absents du pit crew de Red Bull. Je sais pas si jamais est encore là, mais tu sais, je pense que tu le vois constamment des demi-secondes ou des secondes et même plus perdus là, dans les dernières courses durant les arrêts des pilotes Red Bull. Donc, ça serait à voir un petit peu là, est-ce que c'était encore le cas cette semaine? Est-ce que c'est ça qui a encore coûté du temps? Tu sais, tu peux pas blâmer des substituts non plus. Tu sais, ils sont pas. Si jamais c'est le cas, il y a une raison pour laquelle c'est un substitut, c'est que c'est pas les meilleurs. Donc, à voir un petit peu là. Mais je pense honnêtement pas qu'au final, là, ça joue un grand rôle. Le Max a fini assez loin devant la troisième place. Ouais, et je dirais aussi que un des trucs dans cette course aussi, c'est que Verstappen, quand même, a tenu le coup face à Piastri. Deux bons relais, quand même, dans ce Grand Prix. Certes, Piastri était le meilleur pilote dans ce Grand Prix des deux, mais Verstappen n'a pas à dérougir de sa performance, Marc-André. Tout à fait, tout à fait. Je pense que Max a connu vraiment une très belle course. On sait que le race pace, le rythme de course de la Red Bull est vraiment pas suffisante. Puis malgré tout, encore une fois, il réussit à être à peine là, à 2,7 là, vers la fin, 3 secondes de McLaren. Maintenant, Piastri n'était sûrement pas au plein maximum de son régime, là. Ça, je vous le donne. Mais ça fait en sorte quand même que Max connaît de très bons moments malgré tout ce que sa, sa voiture ne peut pas lui offrir. Il réussit à aller chercher un rythme de course qui n'existe tout simplement pas. C'est quand même très très bon là, pour lui. Là. Ouais, et aussi, bon, il a réussi à rattraper Piastri dans les derniers tours du Grand Prix. Il y a eu aussi le trafic qui l'a aidé. Mais il faut aussi qu'on parle, avant de passer à Piastri, du fait que, oui, il y a eu la pénalité de 5 secondes qui a gâché toute chance de victoire, mais Lewis Hamilton aussi, le fait qu'il soit resté pris derrière lui. Je pense à un certain moment, il était collé à la peau Ouais. d'Hamilton au virage 13. Et, lorsque Verstappen est revenu après son arrêt au puits, ça aussi, ça a été en partie une des raisons pour laquelle Verstappen n'a pas été en mesure de rattraper Piastri, malgré le fait qu'il soit resté un peu plus longtemps, François. Oui, il a dû perdre probablement une bonne seconde, là, peut-être même un petit peu plus, justement sur cette séquence-là. Hamilton, tu vois, il était pas plus pressé que ça. C'était une course, mais lui, il allait à son propre rythme. Max, tu vois, qui essayait de zigzaguer à gauche, à droite, voir si jamais il avait un petit trou pour passer. Et tu vois, ça impatientait beaucoup, mais Lewis se plaçait bien sa voiture. En même temps, lui, il avait un avantage à faire ça. Vous voyez peut-être que pour son coéquipier, Charles Leclerc, il y aurait peut-être un gain à aller chercher contre Verstappen. Les deux se dirigeaient à peu près vers le même rythme à peu près, si on veut, les mêmes places sur la grille, se battaient à peu près pour les mêmes positions. Donc, lui, là, a bien joué le rôle d'équipe, comme il s'est fait faire lui-même par une Red Bull il y a quelques années
à quelques reprises. Et effectivement, et je dois dire quand même que contrairement à Verstappen, Marc-André, Piastri a été vraiment capable de se débarrasser d'Hamilton grâce à ce superbe dépassement. Je pense que c'était avant la zone de DRS et il a été en mesure après de se donner de l'espace face à Verstappen. Ouais, ben aujourd'hui, ça n'a pas été la course la plus difficile pour Piastri. Somme toute, je pense qu'il a montré pourquoi si il réussit à bien faire durant la saison, il sera champion du monde. S'il réussit à tenir tête à Max malgré la voiture un petit peu moins bonne de Max, Piastri est vraiment un très, très bon pilote. On le savait en début de saison, qu'est-ce qu'il pouvait faire, mais je pense que de plus en plus, il nous montre que dans des moments importants, tu sais, c'est souvent la Formule 1, on dit souvent que c'est des petits détails, mais Piastri les réalise bien. Puis dépasser Hamilton rapidement, c'était un objectif. Il fallait le faire. Puis parfois, on voit des pilotes qui attendent un moment propice pour dépasser quelqu'un qui est facilement dépassable. Piastri ne s'est pas trop posé de questions. Il a foncé, il a vu une brèche qui était assez spectaculaire, mais une brèche quand même. Puis ça a peut-être aussi mené au fait qu'il était plus confortable là, en fin de course, là. Ouais, et vraiment, je pense que Piastri a tout simplement été très bon en fait, dans un week-end où c'était Lando Norris qui était le plus rapide durant les essais, pendant une bonne partie de la qualification, jusqu'à la Q3 où le Britannique a tapé le mur dans son tour lancé, et ce qui a fait en sorte qu'il est parti 10e. Mais François, ton pilote préféré, a quand même fait une bonne course. Lui qui était parti avec la gomme dure et qui a fini 4e. Vraiment, complètement à l'opposé de sa journée de samedi. Euh, En fait, hier, là, juste te donner une idée à quel point il était rapide, son temps en Q2, puis on sait qu'entre Q2 et Q3, il y a à peu près un tiers de seconde que les pilotes vont habituellement chercher. Son temps en Q2 l'aurait mis 4e place en Q3. Fait qu'il y avait encore beaucoup de rythme à aller chercher pour Lando Norris. Commencer la course en 10e place, c'est une catastrophe. Bon, a été quand même aidé par le fait que tu as deux pilotes devant lui qui se sont sortis mutuellement au premier tour. Et ensuite de ça, là, tu vois qu'il y avait un très très bon rythme. Les gommes dures ont bien tenu. Écoute, pendant un certain temps, moi je pensais qu'il allait se rendre au 41, 42e tour, puis dire OK, mais on y va pour les tentes, puis on pousse, puis on y va le tout pour le tout. Euh, Écoute, il a fini à 1 seconde, 0.09 de Charles Leclerc. Donc, je pense honnêtement qu'il a vraiment soutiré le maximum. Il était très, très proche du podium. Probablement qu'un autre tour allait chercher Leclerc. Ou deux, là, certainement, pas plus. Donc, il a été un petit peu retardé, si on veut, à certains moments. Le fait qu'il y ait des gommes dures a fait en sorte qu'il a peut-être pris un peu plus de temps de prendre son air d'aller. Mais vraiment, un très, très bon dimanche. Vraiment, c'est les samedis cette saison, les qualifs qui jouent contre lui. Et lui-même le dit là, après la course dans son ingénieur, il dit il faut juste que je fixe mes maudits samedis, puis on va être correct. Il l'a dit là, à la radio, ça, just need to fix my fucking Saturdays. Ouais, et aussi quelques erreurs aussi pendant la course. C'est complètement l'opposé de l'an dernier. L'an dernier, aucun problème en qualification. C'est ses débuts de course qui étaient catastrophiques. Cette année, aucun problème en début de course, ou presque. Je pense que, tu sais, il a réparé quelque chose, mais on dirait comme qu'il a laissé l'attention de côté vers un autre élément qui était une de ses forces. Puis en ce moment, c'est comme en train de se revirer contre lui. Je sais pas si jamais c'est comme il a trop focusé sur quelque chose dans son entraînement hors saison, ou ben, tu sais, dans sa préparation mentale, il a changé quelque chose que peut-être ça joue, ça le déstabilise. Mais bref, c'est drôle à quel point sa force est devenue comme ce qui lui coûte cher en ce moment, puis sa grosse faiblesse en ce moment semble complètement ou presque complètement disparue.
Ouais, et je dois dire quand même, il y a aussi cette question, puis je vais la poser à Marc-André, parce que j'avais au cours de la semaine écrit un article sur Substack que vous pouvez aller lire, c'est lebulletingp.substack.com. Le titre, c'est Opportunité à saisir. Et j'avais écrit pour Lando Norris l'art du bottle job ou l'art de choquer en bon québécois ou de tout faire foirer, en fait. C'est ça qu'on a eu samedi, mais dimanche, Norris est bien repris. Et quand même, François l'a mentionné, un bon rythme avec les durs, a été capable d'aller chercher un George Russell. D'ailleurs, on en reparlera après, là, mais qui a bouffé les pneus. Mais je pense que sans ça, probablement, il y avait un podium potentiel, voire même minimum une deuxième place pour Norris sans cette erreur en qualification. Tout à fait. Tout était en place pour réussir à optimiser les points. C'est ce type de Grand Prix ou de fin de semaine où McLaren ne peuvent pas se permettre de perdre des points comme ça. Je parle de McLaren, mais je parle également de Norris, en raison de toute la pression qu'il a de devoir performer, surtout que là, Oscar Piastri a pris l'avance, une avance confortable de 10 points. Je parle de confortable, mais je pense qu'en début de saison comme ça, malgré une course terrible en Australie pour lui, alors qu'il avait amassé seulement 2 points et la neuvième position, c'est pour ça que j'appelle ça confortable. Mais pour Lando Norris, je pense que j'avais beaucoup aimé ton titre parce que ça amenait à une réflexion à savoir s'il était capable de le faire. Puis je pense il a chuté sous la pression encore une fois samedi. Il a essayé de trop pousser la voiture en début de qualification, de troisième période de qualification. Je pense que il va devoir se recentrer sur lui et, et voir les opportunités comme euh, une opportunité justement de mieux faire puis de mieux se concentrer à obtenir des résultats parce que la saison est encore très jeune. Mais si tu accumules ce type de petite erreur qui peut être facilement évitable, ben c'est sûr qu'à la fin de la saison, tu vas arriver puis il va à la place de dire OK, il m'aurait manqué un point à ce Grand Prix-là, deux, trois points à ce moment-là, ben, ça se peut qu'il regarde sa saison puis qu'il se dise OK, il me manque 10, 15 points pour avoir le championnat. Il va pouvoir repenser à ce type de Grand Prix. Et ça, c'en est une opportunité, je trouve, qui a été gâchée pour Lando Norris, malgré sa quatrième position et ses 12 points. François, tu voulais réagir? Même chose, honnêtement, là, je pense qu'on a pas mal tout dit par rapport aux opportunités manquées de Lando Norris. Euh, donc, maintenant, ici, il y a un pilote qui a réussi à saisir une opportunité, justement. C'est Charles Leclerc qui finit troisième, qui obtient son premier podium de la saison, le premier podium de Ferrari en Grand Prix parce qu'il y a eu la victoire de Lewis Hamilton en sprint. Donc, c'est quand même un deuxième top 3 en course pour Ferrari. Je dois dire, Leclerc vraiment mérite personnellement le titre de pilote du jour parce qu'il a réussi à maximiser les performances de sa Ferrari et à prolonger son relais en médium pour aller avec des pneus durs. Moi, je ne pense pas que... Parce que je sais, François, tu en as parlé dans notre chat pendant la course, qu'il allait en soft, mais je ne pense pas que c'était suffisant et mais il a quand même réussi à dépasser George Russell qui, encore une fois, en a arraché avec l'usure des pneus. C'était plus un problème Mercedes. Mais Charles Leclerc a vraiment réussi à maximiser le plus possible de sa Ferrari aujourd'hui. Oui, ben lui-même l'a dit après la course, il dit honnêtement, on s'en venait pas ici en s'attendant à des podiums, là, c'était plus les positions peut-être 4 à 6 que Ferrari s'attendait. Bon, lui a terminé troisième, Hamilton peut-être a terminé septième, mais il y a eu une course un petit peu en deux temps. Mais c'est encourageant pour Ferrari, c'est le premier podium de la saison de Leclerc.
qui prend maintenant la 5e place au championnat des pilotes. Est-ce qu'il était déjà avant la course? Je ne pense pas, ou sinon il était à égalité avec Anthony, si je me trompe pas. Mais bref, c'est les premiers bons signes avec les upgrades qui risquent de s'en venir bientôt. D'habitude, on voit des upgrades dans de la 6 et 8e course de la saison. On commence à voir vraiment les upgrades les plus importants, les premiers upgrades importants. Est-ce que ça va venir un peu plus tard cette année ou si jamais il y a, on ne sait pas qu'est-ce que ça va avoir comme effet le changement de la réglementation l'an prochain, mais est-ce que les ressources vont toutes être comme on veut assignées ou à des upgrades au même rythme, on ne sait pas, mais semblait croire que ça semblait bientôt. Puis je trouve aussi, bon, il disait à quel point ses pneus usaient beaucoup moins vite. Évidemment, dans l'air libre, je pense aussi que il y a eu une rapide discussion. Là, je pense que c'est Jolyon Palmer qui avait discuté la possibilité de même étirer un peu pour aller sur des tendres, ou pour Leclerc aussi. Mais il aurait fallu qu'il soit en air libre pour que ça fonctionne. Si jamais là, tu fais ça avec le but de dépasser, tu vas complètement brûler tes pneus là, si jamais tu réussis pas à dépasser immédiatement. Puis je pense honnêtement pas là, qu'aucun des deux, Verstappen et Piastri étaient à sa portée là, de faire un dépassement rapide. Donc les softs n'auraient probablement pas duré. Non, je pense pas que c'était un Grand Prix fait pour détendre de toute façon. Marc-André, je pense que moi je l'ai dit aussi, George Russell pour moi est le meilleur, a vraiment réalisé les meilleures performances de la saison, mais Charles Leclerc aujourd'hui mérite définitivement, s'il y avait un power ranking, la deuxième meilleure performance de la saison. Vraiment, ça a été une excellente course. Comment tu as vu de ton côté la performance de Leclerc? Moi, je peux pas être en désaccord avec vous deux. C'est drôle parce qu'en début de course, j'ai écouté la course avec des amis aujourd'hui, puis en début de course, j'ai dit probablement que le podium va être Piastri, Verstappen, Leclerc, parce que je chantais, tu sais, Leclerc a pas eu de bons résultats tant que ça cette année. C'est un peu une saison décevante en soi, avec, tu sais, oui, des quatrièmes places lors des deux dernières courses avant celle-ci, mais sinon, ça avait été quand même un début difficile, alors que on pouvait pas voir nécessairement Ferrari dans le top 3, mais quand même, on pouvait espérer que cette Ferrari donne une opportunité à Leclerc de se battre souvent pour le podium. Et je sais pas, je sentais quelque chose dans l'air aujourd'hui de positif pour Charles Leclerc et il a connu sa meilleure course de la saison. Euh, je l'ai trouvé vraiment en confiance dans des virages importants. Notamment dans le troisième secteur, je trouvais qu'il allait vraiment chercher le maximum de sa voiture. Euh, c'est pas une voiture parfaite, puis on le voit avec Hamilton, puis on le voit que malgré tout, on a un septuple champion du monde qui a encore de la difficulté à s'habituer à sa voiture. Je pense qu'on va laisser le temps faire les choses, mais les performances de Leclerc prouvaient que cette voiture-là était pas nécessairement très bonne. Bon, il y a eu la disqualification aussi dans tout ça, tu sais, on s'entend, là. Mais non, je pense qu'en ce moment, si Leclerc peut se fixer des objectifs à partir du résultat d'aujourd'hui, ben, je pense que la saison de Leclerc et de Ferrari pourrait mieux tourner. Puis comme on l'a dit, je pense que George Russell a eu beaucoup de misère avec ses pneus, mais il fallait quand même faire le travail pour amener la voiture à surpasser la performance Mercedes. Merci Marc-André. Et juste avant d'évoquer comment il s'appelle, George Russell et Mercedes, entre autres, le départ de ce Grand Prix a été marqué par l'accrochage entre Yuki Tsunoda et Pierre Gasly qui a entraîné la voiture de sécurité. Ça a été un incident de course, on s'entend, mais moi je pense qu'il y avait peut-être plus du côté de Gasly, on s'entend,
des chances d'aller marquer des points. Donc, c'est un incident de cours. Je pense que de toute façon, il n'y avait aucune malice pour les deux. Yuki Tsunoda a juste sous-viré, en fait, et Gasly lui a donné l'espace. Mais je pense que pour Tsunoda, ben, il y avait quand même des points à aller chercher. Pour Gasly, c'était de capitaliser sur sa belle performance au Bahreïn, qui se sont envolés de la faute de personne personnellement. Là, on va parler de Mercedes. J'en ai parlé. Ça n'a pas été un week-end, ça n'a pas été un dimanche facile pour l'équipe allemande. Oui, Russell et Antonelli finissent 5e et 6e. Ce sont des points marqués quand même, mais dans un sens, ça a été je pense, Antonelli et même Russell était un des premiers à s'arrêter durant l'épreuve. Et on a même entendu Russell à 2 ou 3 reprises durant le Grand Prix se demander s'ils étaient les seuls à avoir des problèmes de pneus. François, c'est dommage pour Mercedes quand même. Vraiment, parce que je trouve que c'était une qualification très, très positive. 3e place pour Russell. Antonelli, sa première présence à Jeddah, qui est un circuit extrêmement difficile. Les murs sont très, très proches. C'est littéralement certains disent un circuit mortel. Antonelli l'a attaqué vraiment de très, très belle façon. Je le regardais sur on-board en qualification. Était précis. Tu sais, peut-être manquait l'expérience de savoir où est-ce qu'il pouvait aller chercher peut-être un petit peu plus de vitesse. Puis là, ça, c'est évidemment, ça vient avec le temps. Mais tu sais, il était très, très proche de George Russell en termes de rythme. Je pense même qu'il était plus vite en Q1 ou Q2, un des deux. Si c'est pas les deux. Donc, c'était super intéressant de le voir aller. Mais bon, le Mercedes, effectivement, a eu de la misère avec ses pneus. Ont eu un petit peu une course en solo après ça. Là, ça n'a pas été très, très mouvementé, si on veut. Là. Je pense qu'il n'y avait pas de danger ni en avant ni en arrière. Puis c'était vraiment leur rythme était là. Maintenant, de voir qu'est-ce que ça va donner là, pour les prochains Grands Prix. On sait que Miami, c'est un circuit avec un asphalte qui est très, très différent des autres. Donc, on va voir un petit peu là, comment est-ce que ça va jouer en faveur ou défaveur de Mercedes. Et Marc-André, il y a aussi le fait que moi, je pense que Mercedes a fait de très bonnes courses cette année. Aujourd'hui, ça a été moins le cas. Puis à un certain moment, je crois, Lewis Hamilton se rapprochait d'Antonelli sans nécessairement pouvoir capitaliser là-dessus. Donc, Mercedes, c'est assez bizarre d'être d'ailleurs la seule équipe à avoir ces problèmes de dégradation des pneus. Ouais, est-ce qu'on parle d'un réglage peut-être précis qui fait en sorte que la dégradation était pire que les autres? Est-ce que c'est tout simplement une dégradation qui est normale pour Mercedes dans un contexte où il faisait quand même chaud? Mais tu sais, c'est dommage parce qu'effectivement, George Russell avait eu une très bonne qualification. Euh, Tour tout de même surprise. Donc, ça faisait en sorte qu'on pouvait quand même se demander si le rythme de course de Mercedes allait y être. Finalement, c'était pas du tout le cas. Tu termines 5 ou 6e, mais complètement largué des 4 premiers. Là, je pense qu'il y avait quoi? Il y avait plus d'une vingtaine de secondes là, de Lando Norris à la fin. Kimi Antonelli était souvent largué à 10-13 secondes du pilote devant lui. Donc, ça n'a pas été facile pour Mercedes, mais somme toute, ils réussissent quand même à aller chercher les points qu'ils peuvent aller chercher. Ils optimisent quelque peu tout de même leur performance. Et puis, on verra. Moi, je crois que Miami pourrait peut-être être beaucoup plus positif pour eux, mais encore là, il va faire très chaud. Donc, ça va être intéressant de voir dans quelles circonstances ou dans quel type de température Mercedes va pouvoir aller chercher son plein potentiel. Et juste pendant que tu parlais, Marc-André, je suis allé regarder sur les réseaux sociaux. Il y a des photos de Christian Horner qui
qui a envoyé, en fait, il a imprimé une photo d'une caméra embarquée de Max Verstappen montrant que Max était clairement devant Piastri. Alors, je sais pas quoi, quoi dire. Il l'a photoshopé, Christian. je pense, parce que honnêtement, moi, ce que j'ai vu sur la piste, c'est que Piastri avait gagné la position. Exact. C'était clairement le virage à Piastri. Je comprends que Horner est frustré, il veut avoir sa cause, mais là-dessus, Puis, tu sais, la euh, preuve aussi, c'est que Red Bull, Helmut Marko disait que Verstappen ne méritait pas sa pénalité, mais n'avait aucune nouvelle preuve à apporter à la FIA pour faire changer la décision de côté. Donc, à un moment donné, je veux dire, regarde, reprenons-la. Moi, je pense que Max aurait dû redonner sa position. Tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt. C'est un peu de la faute de Red Bull dans cette circonstance. ouais. Et d'ailleurs, il y a même un directeur d'équipe, et je précise, pas de McLaren qui a dit ah, laisse tomber, Max n'allait jamais avoir ce virage. Donc, écoute, c'était unanime, là. Il y a juste Ono qui était juste qui était frustré. Puis cette image-là là, que tu viens de nous envoyer, je la regarde, là, puis c'était une fois, c'était après que le virage, là, c'était après le point de compte. Fait que ça vaut absolument rien. Ouais, c'est ça, écoute, il y a beau faire ce qu'il a dit, tu peux pas, de toute façon, à moins d'avoir une nouvelle preuve, tu peux pas C'est contester où il était la droite, là. décision. Tu vois sa photo, il se dirigeait vers l'entre-deux virages, là. Bah ouais. Ben, regarde, s'il veut, Il était même pas. il peut présenter cette preuve-là devant la FIA et il va se faire retourner de bord. Non, mais je veux dire, tu le C'est vois ça. qu'il est même pas, tu sais, il est même pas crampé pour essayer de faire le virage. Ses roues sont revenues, genre, OK, ben, j'esquive puis je passe à travers, là. Ouais. C'est complètement inutile comme photo. Non, exact. Regarde, c'est juste, c'est tout là. Regarde, tout tout le monde le dit là. C'est une pénalité claire, nette. À tous les jours, c'est une pénalité là. Fait que, let it go, man. Let it go, Christian. Bref, Williams maintenant. Les deux voitures sont dans les points à l'arrivée pour la première fois de la saison parce que Carlos Sainz a obtenu ses points en fait après la disqualification de 3 voitures en Chine. Ça a été vraiment une belle performance des 2 pilotes tout au long du week-end en fait. Et même ils ont travaillé en équipe pour éviter que Isaac Hadjar avec des pneus frais et médiums en plus vienne les dépasser. Alors c'était un beau travail d'équipe et ça montre aussi la progression de Williams cette saison. François? Oui, ben moi je suis content de voir que finalement les deux pilotes ont un bon week-end en même temps. Ça, c'était un point positif. Parce qu'on aurait dit là, qu'à date, c'était bon, les quelques premières courses, c'était surtout Albon qui semblait vraiment être en synchro avec sa voiture. Sainz, oui, la semaine dernière, un petit peu plus, puis Albon c'est plus compliqué. Ben, si je me trompe pas, Albon, je pense qu'il n'a même pas fini la course la semaine dernière. Hein? En tout cas, bref. Non, c'était Sainz. Ah, c'était Sainz? OK. Mais bref, tu sais, c'était pas. Pour la première fois, on semblait vraiment là, voir que les deux pilotes étaient côte à côte en termes d'aisance, de rythme. Bon, Sainz s'est qualifié, c'est mieux qualifié, mais Albon, là, vraiment en course, je trouve que faisait très très bien. Bon, Sainz a perdu des positions, mais c'est contre des voitures qui étaient supérieures, donc je pense pas vraiment qu'il est à blâmer là-dessus. Ouais. Marc-André, parce que oui, on sait ce qu'Alex Albon apporte chez Williams. Il a été depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, Carlos Sainz a vraiment amené justement l'expérience qu'il fallait comparé aux anciens coéquipiers d'Alex Albon, excepté Franco Colapinto, évidemment, dans les circonstances où il s'est retrouvé. Et le fait aussi, ce qui a été impressionnant, c'est qu'on a demandé à Sainz de vraiment garder
Albon à l'intérieur de la seconde pour qu'il ait le DRS et pour qu'il puisse se défendre contre Adjar. Alors, vraiment, le fait de pouvoir travailler avec un pilote aussi intelligent en piste comme Carlos Sainz, ça a des avantages. Tout à fait. Tu sais, je pense que c'est Carlos Sainz qui disait que ça prend 3 ou 4 courses à peu près pour se réhabituer à une voiture parce que les points de freinage sont pas pareils, les accélérations sont pas pareilles, la gradation de la boîte de vitesse n'est pas pareille. Tout ça est très différent, puis c'est ça qui cause souvent cette habitude que les pilotes doivent prendre, même en tournant beaucoup en simulation. À un moment donné, il faut que tu l'essayes sur la piste. Puis aujourd'hui, j'ai trouvé que Carlos Sainz semblait beaucoup plus à l'aise avec sa voiture, même, je dirais, samedi, avec son excellente qualification. Albon qui a passé à 10 millième, je crois, là, euh, de la 3 de 7 millième, Q3. oui. 7 Ouais, millième. exact. Fait que c'est, c'est super positif pour Williams en fin de semaine à Jeddah. En plus, tu sais, quand les deux pilotes sont proches, on, c'est, on voit souvent que justement cette stratégie d'équipe-là est plus facile. Puis aujourd'hui, ils ont amassé des points importants en raison de ça. Peut-être que Isaac aurait passé soit Albon ou Carlos Sainz si jamais il n'y avait pas eu cette stratégie d'équipe de le tenir à distance avec le DRS. Donc, excellent travail de Williams. On s'attendait un petit peu à ça de leur côté, une belle progression en vue de 2026. Je pense qu'on est en train de voir tout le fruit du potentiel de cette équipe. Je pense que c'est en début d'année que je disais que j'avais l'impression que c'est peut-être l'un des meilleurs duos de pilotes en soi parce que t'as Carlos Sainz qui a extrêmement d'expérience, qui est un très bon pilote à des moments importants, qui fait pas beaucoup d'erreurs, sauf quand il y a une équipe qui fait des erreurs, hashtag Ferrari. Et quand on regarde avec Albon, on voit qu'Albon est capable d'être le genre de pilote qui n'a pas froid aux yeux, puis qui réussit à pousser la performance de l'écurie au-delà de ce qu'elle pourrait donner. Donc, beau travail d'équipe aujourd'hui pour Williams. Et je pense que c'est vraiment pour James Valls une opportunité de construire sur des points extrêmement positifs pour l'écurie et pour les pilotes. Oui, effectivement, vous avez très bien expliqué le Grand Prix et l'ensemble général de Williams. Et Adjar qui ajoute un point au compteur, vraiment, après une qualification un peu plus difficile, a été en mesure de vraiment réaliser un bon départ, un dépassement sur Fernando Alonso qui est au final nécessaire et un bon relais avec la gomme dure, d'abord pour commencer et pour ensuite aller vers le médium et ça a presque fonctionné. Ça a fonctionné parce que il termine 10e donc dans les points, mais imaginez s'il avait réussi à dépasser les Williams, ça aurait été une 8e place. Alors, je trouve que Adjar s'est bien comporté. Liam Lawson aussi, mais malheureusement, a été pénalisé pour pratiquement la même pénalité que Max Verstappen. Et d'ailleurs, je crois que c'est un 10 secondes. Parce que je pense que, corrigez-moi si je me trompe, c'était 5 à la base pour Lawson. Ben, je pense que quand c'est en début de course, ils sont plus. Je pense qu'au premier tour, ils diminuent un peu les pénalités, là. Ouais. Parce que normalement, je pense que le même geste que Max a fait, si Ouais. jamais avait fait ça au 16e tour au lieu du premier, je pense qu'il y aurait eu 10 secondes au lieu de 5. Ouais, Je pense que c'est plus un allègement qu'il y a eu, vu que, évidemment, c'est toujours plus mouvementé au premier tour. Et c'est exactement ça, justement, dans le document en question, Max. Aurait pu recevoir une pénalité de 10 secondes, mais comme c'était dans des circonstances mitigantes, entre guillemets, entre parenthèses, c'était le premier tour, Lawson a été moins chanceux, donc lui s'est pris une pénalité de 10 secondes. Peu importe, pour Racing Bulls, dans la performance en général, c'était un bon Grand Prix pour les deux. Adjar revient au moins avec le point, donc pour Adjar, c'est un début de saison encourageant.
Pour Lawson, je trouve quand même un peu ses repères. François, la performance d'Adjar, c'en était une bonne. Très bonne, puis je pense honnêtement qu'il y a le plus beau dépassement de la course aussi, là, sans même le DRS au dernier virage. C'était sur Alonso, je crois. Ouais. C'était culotté et c'était bien fait. Plus je vois ce gars-là courser, tu sais, je le regardais un petit peu en F2 l'an dernier, j'ai peut-être regardé à peu près la moitié des courses. Je le trouvais bon, mais je savais pas si jamais ça allait bien se traduire en Formule 1. Mais vraiment, là, je suis en train de voir quelque chose de très, très intéressant. Le gars, moi, je le ramène encore une fois. La façon qu'il a rebondi après sa bourde en Australie, ou qu'il a même pas pris le départ, son caractère qu'il a démontré depuis ce temps-là, puis il a été solide, il a démontré qu'il est à sa place en Formule 1. Puis je trouve que comparé à d'autres pilotes Red Bull qu'on a vu là, arriver dernièrement là, en Formule 1, ça prend un petit peu plus de temps avant de démontrer là, leur savoir-faire. Yuki qui était très, très crash-prone, etc. Je trouve que tout de suite, ce gars-là démontre beaucoup, beaucoup de savoir-faire. Puis sans être arrogant aussi. Il y a une façon de faire que je trouve intéressante. Il prend des risques, mais ces risques sont jamais, comment je te dirais, inutiles, sont jamais suicidaires, si on veut d'une certaine façon, sont calculés, il est précis dans sa conduite, donc c'est quelqu'un que je commence à avoir beaucoup, beaucoup de respect pour. Ouais. Ouais, effectivement, Adjar est vraiment impressionnant. Il est vraiment impressionnant, et puis on savait qu'il pouvait démontrer de très belles choses, mais vraiment, il commence à prendre ses aises. Marc-André, du côté de Liam Lawson, là, c'est quoi? C'est son 3e Grand Prix de retour avec Racing Bulls. Et oui, excluant la pénalité de 10 secondes pour ce qui s'est passé avec Jack Doohan durant le Grand Prix, moi, j'ai trouvé que Lawson était bien quand même. Oui, oui, je trouve qu'il reprend un petit peu un niveau de confiance qu'il visiblement avait perdu. Il n'est pas dans les points, mais écoute, tu affrontes une Williams qui est extrêmement rapide. T'es derrière Fernando Alonso en raison de la pénalité. Et t'es derrière Isaac Hadjar qui, je ne répétais pas tout ce que François a dit, mais connaît un début de saison très, 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 très bon pour AlphaTauri. Donc, à un moment donné, il pouvait pas nécessairement faire mieux, du moins pour ce Grand Prix-ci. Je trouve qu'il a fait ce qu'il devait faire. C'est quand même bien qualifié, là. 12e, c'est quand même pas si mal non plus pour AlphaTauri et pour Liam Lawson. Donc, non, je trouve que c'est certain que tu sais, on parle de la confiance, mais c'est sûr qu'elle est elle doit être encore très fragile. Donc, ça va être à lui de réussir à accumuler des bonnes performances pour se recréer un caractère fort pour tenter de se sortir de ça parce que ça n'a pas dû être nécessairement une période facile de devoir laisser sa place à Yuki Tsunoda aussi rapidement dans la saison. Ouais. Et je dois dire quand même que moi, je pense que Lawson, c'est quand même bien fait. Et je dois dire, mais sans ça, c'était une 11e place pour Lawson, mais faites moins 10. Il était presque collé à la peau de Isaac Hadjar en fin de course. Donc, Il était à 2 secondes et demie de Fernando Alonso au moment de franchir la ligne. J'ai pris un screenshot là, au checkered flag. Puis il était donc à peu près 12 d'Adjar. 11,4 secondes. Ouais, 11,4 secondes de Hadjar. ouais. Mais ça, c'est après Ça, c'est après la la... pénalité, ouais. Avant, Ouais, c'est ça. La pénalité le ramène à. Ah non, c'est vrai, non, t'as raison. La pénalité a été appliquée pendant la course, t'as raison. Oui, Ouais. excuse-moi. Donc, imagine, ça, il était à ça de marquer des points. Puis, justement, parlant d'Alonso, moi, j'ai trouvé que c'était aussi c'était aussi sa meilleure performance de la saison. Peut-être pas encore proche de marquer des points. Je pense pas que la Aston Martin, à part les 2 courses
où Lance Stroll a mis la Aston Martin dans les points. Certes, en Chine, c'était avec la disqualification. En Australie, il n'a pas fait d'erreur, mais la Aston Martin n'est pas une voiture qui est destinée à être régulièrement dans les points. Donc, c'est pour ça que je dis Alonso, dans les circonstances, a bien fait, puis sa course a failli se terminer avec un quasi friendly fire avec Gabriel Bortoleto, et d'ailleurs, Alonso est le manager et l'agent de Bortoleto lorsque Bortoleto a tenté de reprendre sa ligne de course, mais n'a pas vu Alonso. J'ai aimé le Donc, commentaire d'Oscar Piastri dans le cooldown, nous. oui, mais il dit que je pense pas que les deux vont prendre un vol ensemble. Je pense qu'Alonso tout simplement Bortoleto n'a pas vu Alonso venir tout simplement. Un petit commentaire justement par rapport au Aston, si jamais tu permets, là, par Oui, rapport à vas-y. une certaine citation qu'on a entendue après les qualifs hier de notre cher ami Lance Stroll, qui dit lorsqu'il se fait demander genre ses commentaires par rapport au fait que c'est maintenant le pilote qui s'est fait éliminer le plus souvent en Q1 dans l'histoire de la Formule 1, et qui dit si jamais les pilotes McLaren avaient une Sauber, ils seraient sortis pendant 10 ans, les deux seraient sortis plus souvent que moi. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus, parce que pour moi, c'est complètement stupide comme commentaire, là. Mais j'aimerais vous entendre. Il a essayé de se sauver la face tout simplement, mais garde. On sait que les qualifications, ça n'a pas été le fort de Lance Stroll depuis 2017. Oui, il a eu une pole position. Oui, il s'est qualifié 4e en Italie 2017 pour se qualifier, pour partir en pole position. Mais les qualifications ont rarement été le point fort de Lance Stroll. Donc, Puis tu sais, je veux dire, lui, on dirait que de ce qu'il dit, c'est sa voix, comme si jamais sa voiture était absolument terrible. Selon sa citation, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une voiture atroce. Puis il se compare aux deux pilotes qui sont 1 et 2 au classement en général. Je trouve que, tu sais, un petit peu, apprends à qui te comparer, là. La comparaison était complètement stupide d'un point de vue voiture et talent / pilote. ouais. Je sais pas, je trouve juste que ça l'a absolument fait paraître déconnecté comme commentaire. Oui, Marc-André? je pense que ça démontre une certaine déconnexion. Mais tu sais, en même temps, on peut s'entendre que quand la voiture offrait de bonnes performances, Lance Stroll n'était pas Il nécessairement en était pas là. bonne position. Donc, c'est pour ça que c'est quand même curieux comme affirmation. Mais en même temps, c'est vrai que dernièrement, la voiture est vraiment atroce. Mais, Ouais. tu sais, comme j'ai dit, tu sais, il faut que tu sois là au bon moment aussi. Puis, nécessairement, Lance Stroll n'a pas été là quand il fallait. Je parle dans les bonnes positions quand la Aston Martin était bonne. Donc, Absolument. c'est encore intéressant. Après ça, on verra ce que l'avenir en restera. Tu sais, je pense que 2026 pourrait porter certaines surprises à certaines personnes. Voyons voir ce que Aston Martin décidera à ce moment-là. Mais c'est ça. Je Puis, pense que oui, ça démontrait peut-être une certaine déconnexion de la part de Monsieur Lance Stroll. tu sais, en 2023, on parle de quand Fernando Alonso avait 7 podiums dans les 10 premières courses, quelque chose comme ça, puis Lance Stroll n'a jamais fait de mieux qu'une 6e place. Puis il était toujours au minimum 3 places derrière en qualif, minimum. Et puis pendant ce temps-là, McLaren était dernier sur la grille. Je veux dire, McLaren n'a pas été une fusée pendant les 5 dernières années, n'a pas toujours été une fusée. Là. Ouais, exact. Donc, je pense qu'effectivement, il y avait une certaine déconnexion du côté de Lance Stroll dans les commentaires. Alors, je vais vous donner le classement des pilotes et des constructeurs après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors, pour la première fois depuis 2010.
C'est un Australien qui mène le championnat des pilotes. Et étonnamment, ben, le dernier à avoir fait ça, ben, c'est l'agent actuel d'Oscar Piastri, Mark Webber, qui a mené le championnat. Malheureusement, il ne l'a pas gagné. Mais Piastri mène avec 99 points. Lando Norris est deuxième avec 89. Max Verstappen, troisième avec 87 points. George Russell est quatrième avec 73 points. Charles Leclerc, cinquième avec 47. Andrea Kimi Antonelli, sixième avec 38. Lewis Hamilton, septième avec 31. Alex Albon, huitième avec 20 points. Esteban Ocon, neuvième avec 14. Et Lance Stroll, dixième avec 10 points. Au championnat des constructeurs, McLaren est toujours en tête avec 188 points. Mercedes est deuxième avec 111. Red Bull est troisième avec 89. Ferrari est quatrième avec 25. Haas est cinquième avec 20 points. Aston Martin est septième avec 10 points. Racing Bulls, huitième avec 8 points. Et Alpine et Sauber sont respectivement 9 et 10e avec 6 points. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour de la Formule 1 du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je vais vous donner les résultats de Formule 2 et de la F1 Academy qui avaient lieu en même temps que le Grand Prix d'Arabie Saoudite cette fin de semaine. Donc, en F2, en Arabie Saoudite, on a assisté pour la première fois, en fait, pas pour la première fois, on a assisté à la consécration du plus jeune pilote à avoir remporté une course de F2 de n'importe quelle manière, puisque Arvid Lindblad, pilote issu de l'Académie Red Bull, qui roule présentement sur Campos, a gagné le sprint devant son coéquipier Pep Marty et Alex Dunn complète le podium. Richard Verschoor était celui qui avait franchi la ligne en premier, mais a eu une pénalité de 5 secondes. Je me souviens plus de la raison, mais il avait été pénalisé. Je crois que c'était par rapport pour avoir forcé Marty hors piste lors d'un dépassement. Roman Stanek, cinquième pour Invicta. Gabriele Minier, sixième pour Prema. Leonardo Fornaroli, septième pour Invicta. Victor Martins, huitième pour Art. Luke Browning chez Hightech, neuvième. Et Kushmaini, dixième pour Dams. Dans la course principale, Richard Verschoor, qui est parti neuvième, a remporté la course grâce à une magnifique stratégie alternative, dépassant Jack Crawford pour la victoire. Donc, Crawford finit deuxième. Victor Martins termine troisième, complétant le podium. Leonardo Fornaroli, quatrième pour Invicta. Pep Marty, cinquième pour Campos. Luke Browning, sixième. Arvid Lindblad a terminé septième. Alex Dunn, huitième. Gabriele Mini, neuvième. Et Kushmaini, dixième. Au classement des pilotes, Verschoor mène avec 53 points devant Pep Marty avec 41. Fornaroli est troisième avec 40 points. Dunn est quatrième avec 35 points et Browning cinquième avec 33 points. Les prochaines épreuves de Formule 2, ce sera lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola du 16 au 18 mai. Et pour compléter, ben, il y avait le retour de la F1 Academy. Il y avait 2 courses. Et pour la première fois, Ella Lloyd a remporté une course en F1 Academy, elle qui représente McLaren et qui roule pour Rodin Motorsport. Elle a battu Maya Veug, ce pilote issu de l'Académie Ferrari, et Alicia Palmowski complète le podium, elle qui est représentée par Red Bull. Dorian Pain termine quatrième, pilote Mercedes. Alban Larsen de Tommy Hilfiger, cinquième. Tina Hausman d'Aston Martin, sixième. Chloé Chambers, qui avait obtenu la pole, et parce que c'est la grille inversée, a terminé septième, elle qui représente Red Bull Ford. Nina Gadman, qui a roulé blessée après un accident lors des essais, ici même à Jeddah, a terminé huitième, donc belle performance de sa part et a marqué les derniers points disponibles. Et pour compléter le top 10, Emma Felbermeyer de Sauber, qui était partie en pole avec la grille inversée, a terminé 9e, et Aurelia Nobles de Puma complète le top 10. Et dans la course principale, Maya Veug a gagné l'épreuve en vertu d'une pénalité de Chloé Chambers pour avoir forcé Veug hors piste lors de l'épreuve. Donc, Veug a gagné devant Chambers.
Dorian Pain a terminé 3e, Alisha Palmowski 4e, Alba Larsen 5e, Tina Hausman 6e, Nina Ganman 7e, Ella Lloyd 8e. Ensuite, en 9e place, c'est Joanne Chiconte qui roule aux couleurs de la F1 Academy et Chloé Chung aux couleurs de Charlotte Tilbury termine 10e. Et il y avait aussi la Canadienne Nicole Alverda qui a complété la course, mais pas dans les points malheureusement, alors que dans la course numéro 1, elle avait terminé en 15e place, et dans la course numéro 2, elle a terminé en 16e place. Au classement des pilotes, Vogue mène maintenant le championnat avec 59 points. C'est 7 de plus que Dorian Pain. Chloé Chambers est 3e avec 47 points. Alisha Palmowski est 4e avec 36 points. Et Alba Larsen, 5e. La prochaine épreuve, c'est dans 2 semaines à Miami, du 2 au 4 mai. Et ensuite, après Miami, ce sera à Montréal. C'est ce qui complète cette après-course du bulletin GP dans le cadre du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je remercie Marc-André Fortin qui a dû nous quitter malheureusement un peu plus rapidement. Je suis mais là. On le remercie pour sa présence. Et François Carignan, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir, Abdou, encore une fois, merci pour cette invitation. Et évidemment, vous pouvez aller sur le groupe Facebook La Monoplace pour discuter de Formule 1 si vous voulez partager quelque chose. Ça va nous faire plaisir d'accepter ça et de créer une discussion autour de cela. Évidemment, nous sommes sur Facebook, Blue Sky, Threads et Instagram @lebulletingGP, et on a le bulletingp.substack.com si vous voulez aller lire l'article Opportunité à saisir, justement où ça a été écrit après le Grand Prix de Bahreïn. Et évidemment, on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et même sur YouTube. Mon nom est Abdou Sall, on continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP, et le prochain après-course, ce sera après le Grand Prix de Miami. Salut tout le monde!